falsification de l'histoire. Les communistes ont obligé les socialistes porteurs de valises à prendre le 19 mars, qui n'est pas une date neutre. C'est la date à laquelle les Français ont baissé les armes devant le FLN. C'est l'armée française qui a tiré sur les pieds noirs. C'est pas le FLN. Quant au FLN, lui, il s'est chargé après du 5 juillet à Oran. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous, soldats français? On les a consignés dans les casernes sur ordre de De Gaulle, le parjure de Gaulle. Voilà pourquoi. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons au cinéma en compagnie de Maxime Gabriel, bonjour. Bonjour. En compagnie de Frédéric Pic, bonjour. Et vous avez de bonnes choses à nous donner cette semaine, et moi aussi. Alors, on peut peut-être revenir, vous avez vu Les Opportunistes. Oui, dont on avait dit du bien voilà. La semaine dernière. Je crois que Frédéric n'en pense pas que du bien. Bon. J'ai été déçu. Alors, est-ce que quand on est déçu, c'est parce que j'en ai trop bien parlé, ou on en pense du mal. Donc, c'est toujours un inconvénient d'avoir des gens autour de vous qui vous montent en épingle un peu un film. Oui. C'est vrai qu'il a d'énormes qualités, d'abord les qualités des acteurs et de l'actrice aussi. Peut-être on resitue le décor. Un accident, peu avant Noël, nous sommes près du lac de Côme, en Italie, et c'est la mise en scène d'un roman américain, Human Capital, qui a été absolument adapté à l'Italie. Et on peut dire que c'est une critique sociale corrosive, du haut en bas de l'échelle, d'Italiens et de leur rapport à l'argent. Qu'ils en aient ou qu'ils n'en aient pas, leur vie en est assez polluée. Oui, c'est un sujet qui est quand même un sujet un peu bateau. Oui, parce que la satire sociale sur l'argent, c'est vu, revu. Alors, c'est exactement. Donc ça, oui, mais enfin, ça prend des proportions aujourd'hui importantes. Oui, mais c'est pas le côté positif de ce film. Le côté positif, d'abord, ce sont les décors qui sont magnifiques, les images qui sont très belles, et les acteurs qui sont très bons aussi. Ceci étant, j'ai été un petit peu déçu parce que je l'ai trouvé un peu long. Je m'attendais toujours à quelque chose de vraiment intéressant. Et puis non, c'est une petite musique jusqu'à la fin, mais le sujet n'est pas très intéressant parce que ça peut se passer partout, ça peut se faire partout. C'est une espèce de sujet passe-partout. Vous n'avez pas aimé la façon de traiter le sujet, c'est-à-dire quatre sujets en fait dans un film, c'est-à-dire le même événement vu par 4 personnes différentes. Oui, et leur façon de réagir. Et leur façon de réagir. Oui, c'est aussi une qualité du film. Mais au total, je ne dis pas que le film est mauvais. Oui. Je dis simplement que j'ai été déçu. D'accord, mais j'en ai trop que je n'ai pas adhéré à ce point-là. Et Maxime? Moi, j'avais bien aimé le film, je l'ai dit la semaine dernière. Bon. C'est vrai que, encore une fois, c'est pas un sujet très innovant, mais j'ai trouvé que ça donnait un portrait un petit peu différent de l'Italie, parce que le côté l'Italie, les plages, les jolies filles, etc., là, on est loin de tout ça. On a aussi notamment ce personnage qui est un peu drogué, etc., dans cette espèce de cité. Voilà, on est dans une Italie qui pourrait ressembler à la France contemporaine. Tellement classique. C'est classique, oui. Qui n'est même pas drogué. Il a été pris pour une affaire de drogue et il paye pour son père adoptif. Et il paye pour son père adoptif ou son oncle. Ça, c'est un petit côté qui est intéressant, qui n'est pas du tout développé. Oui, oui, mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est l'envers du décor, c'est ces personnages qui présentent un aspect et qui sont en réalité quelqu'un d'autre. La jeune fille, l'être et le paraître, on l'a partout. L'être et le paraître. Oui, mais je trouve que c'est bien vu. Bon, bien vu. Bon.
allez-y. Mais à des points, à des allez-y, chers différents. amis de TV Liberté, et vous nous direz. C'est pas un chef-d'œuvre, mais j'ai trouvé que parmi les films qui sont à l'affiche en ce moment, c'est une œuvre. C'est quand même un film. C'est une petite musique italienne comme on les aime. Voilà. Alors, autre film, Frédéric. Un grand film. Un grand film à grand spectacle. La French. La French. La French, c'est pas un grand spectacle, malheureusement. Alors, ce qui est intéressant, c'est le sujet, effectivement, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un sujet qui était très prégnant à l'époque, parce que ça a failli gâcher les relations diplomatiques et les relations entre la France et les États-Unis. Oui. C'était absolument très important, cette histoire de French Connection, puisqu'on était sous le président américain, il y avait 250 000 personnes qui se droguaient, quelques années après, c'était 500 000, ils ont vraiment eu peur pour leur jeunesse, c'était en même temps le Vietnam, etc., et les Français ne faisaient rien. On leur avait dit, grosso modo, fuck and die. Et donc, si vous voulez, ça, c'est quelque chose d'intéressant comme sujet. Le casting est très bien. Benoît Bachimel est bien. Vous avez aussi Lelouch qui est bien. Tout le monde est bien dans ce film-là, sauf que le réalisateur, il n'est pas à sa place, Jiménez, parce que c'est pas un bon réalisateur. Donc on s'ennuie, Et puis et c'est typique qu'on s'en aperçoit dans des scènes de remplissage, ce que j'appelle les scènes de remplissage. Vous avez à un moment la maîtresse de Lelouch qui va le voir en montant dans la boîte de nuit. Au lieu de monter, parce qu'il y a des tas d'endroits où monter, elle traverse toute la piste de danse. Vous voyez ? Alors pardon, et ça dure un temps fou. On se rend compte qu'il ne sait pas très bien quoi faire de sa caméra. Il y a du Balzac, en fait. Oui, et en plus de ça... Non, mais il y a du Balzac. C'est-à-dire comme Balzac était payé, vous savez, à la ligne, hein, donc il faut remplir. Et en plus de ça, il veut jouer un petit peu comme on jouait à l'époque, c'est-à-dire il filme un peu comme à l'époque, donc ça manque de nouveauté. Et puis là où on voit qu'il n'est pas très fort, c'est quand on voit les gens qui se parlent et qui disent « t'inquiète ». Alors effectivement, en 1975, on employait cette expression qui vient des banlieues complètement idiote, « t'inquiète » pour dire « t'inquiète pas ». Donc voilà, non, je ne le recommande pas. Bon sujet, mais maltraité. Exactement comme le film d'ailleurs sur aussi le trafic de drogue, qui était... dont on parlait à l'instant en préparant l'émission, Secret d'État, qui est sur une thématique différente mais connexe et qui est aussi... un film qu'on peut ne pas aller voir. On peut se contenter. Il y a des films, vous savez, dont on peut se contenter de voir la bande-annonce. Oui. Alors, un autre film, Frédéric. Il y a Exodus, Gods and Kings. Voilà. Alors, là, que dire sur un film comme ça ? On adhère, on n'adhère pas. Moi, j'aime bien les péplums, entre guillemets. C'est vrai que c'est nettement au-dessus de films comme Les 10 Commandements, où maintenant, quand on le revoit, c'est un petit peu grotesque, quand on voit Moïse avec ses grosses tables de la loi, l'éclair, et Dieu qui lui parle, etc. Donc c'est toute la mythologie de la Bible qu'on revoit là. Le problème, c'est que c'est Ridley Scott, et Ridley Scott est un merveilleux metteur en scène, les effets spéciaux sont remarquables, on a le droit à toutes les plaies d'Égypte, alors les crocodiles qui mangent les bateaux, les sauterelles, etc. Non, c'est bien fait, il faut adhérer. Alors évidemment, ça n'est pas comme à l'époque où on avait je ne sais pas combien de figurants. Là, on voit bien que c'est dupliqué parce que tout ça c'est fait par ordinateur. Mais enfin, oublions-le, c'est quand même un film. On peut y aller en famille. Ah oui, tout à fait. C'est instructif et c'est bien fait. Intéressant. Et pour une fois qu'il y a un sujet biblique. Très bien. Un sujet intéressant et c'est bien fait. C'est du Ridley Scott, il n'y a rien à dire. Très bien, très bien. Moi, j'adhère aussi parce que j'aime bien le côté péplum, mais c'est vrai que c'était un style très à la mode dans les années 60-70. Aujourd'hui, c'est un petit peu dépassé. Donc, rien que pour l'idée de revoir en péplum une adaptation moderne des 10 Commandements, moi, la seule chose qui me dérange un peu, c'est le nom du film qui s'appelle King and Gods, ou Kings and Gods, c'est-à-dire rois et dieux. C'est-à-dire que clairement dans le titre, on n'est pas du tout dans la dimension biblique. Oui, c'est très curieux. La Bible, en fait, l'épisode quand même de la libération des Juifs d'Égypte, qui est quand même un moment majeur de l'Ancien Testament, c'est presque un décor finalement. Et moi, c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est-à-dire qu'on sent que l'idée, c'est plus d'avoir l'affrontement entre les deux frères qui se prennent pour Dieu, etc. On s'approprie le sujet et on évacue le Dieu de la Bible. Mais de l'avoir évacué dans le titre, quand même, mais non, c'est dans le titre, parce qu'il n'est quand même pas évacué du film. Bon, il n'est pas évacué du film. Alors, je vous propose de donner la bande-annonce, puisque vous nous invitez à aller le voir. In the darkness
Moïse, Ramsès, vous avez grandi côte à côte comme deux frères. Veillez l'un sur l'autre. Toujours. Tu sais que quelque chose ne va pas. Tu l'as toujours senti. Tes parents ne t'ont jamais dit la vérité. Quelle vérité? L'année de ta naissance, une prophétie annonçait la venue au monde d'un chef qui viendrait nous libérer. Ce chef, c'est toi, Moïse. Après 400 ans d'esclavage, les choses ici n'ont fait qu'empirer. Je te parle en frère, tu dois les libérer. C'est une menace? Oui! Je veux que Moïse et sa famille meurent. Qu'est-ce qui compte le plus dans ta vie? Toi. Et quand me quitteras-tu? Jamais. Voyons qui de nous deux massacre le mieux. Toi ou moi? Tu cherches à me rabaisser! Tu n'y arriveras pas! Jamais! Je suis venu te dire que ce qui se prépare nous dépasse tous les deux. C'est la survie de l'Égypte qui est en jeu, tu comprends? Qui te l'a dit? Dieu. Je suis un dieu. Je suis un dieu! Suivez-moi et vous serez libres! Nous allons capturer ces 400 000 esclaves. Il n'est pas question de capturer qui que ce soit. Nous avons une mer devant nous et une armée derrière nous! Préparez-vous! Un autre film, Maxime? Alors, un film à ne pas voir pour éviter de perdre son temps, oui. C'est Monsieur Turner. Alors là, j'avoue que c'était une énorme déception puisque je suis allé le voir. La salle était pleine à craquer, oui. De jeunes seniors et seniors. Oui, mais vous savez pourquoi? Parce que Turner est un peintre tellement extraordinaire. Extraordinaire, qui est très à la mode. On a d'ailleurs des ventes cet hiver chez Christie, Sotheby's et consorts, oui. Avec des peintures de Turner qui dépassent les 10 ou 20 millions de livres sterling. Oui. Malheureusement, si on en juge à la bande-annonce, on s'entend à voir des merveilleuses images et à comprendre le génie créatif de Turner. Eh bien, rien n'est moins vrai, puisqu'on débarque dans le film un peu par accident, c'est-à-dire qu'on a l'impression de pousser la porte d'une boutique et de se retrouver au milieu d'une dispute, si vous voulez. Bon, on est à peu près aussi gêné. Donc, on suit Monsieur Turner à la fin de sa vie. Sans que le propos du film soit très très clair, c'est-à-dire qu'il est à la fin de sa vie, il est donc assez vieux, mais son père est encore vivant, on voit des relations de famille détestables, on voit un homme détestable, gros, laid, oui. Absolument vulgaire. Oui, alors on nous épargne évidemment ni les moments de sexe dont franchement on aurait pu largement se passer, c'est-à-dire que là c'était très basse-cour quand même, des moments assez vulgaires, des grimaces, enfin, mais sans humour. Et puis surtout, au-delà de quelques belles images, parce qu'on a quand même de très belles images, oui. De paysages en particulier, on comprend absolument rien de la démarche créative de Turner et surtout absolument rien au propos du film, puisqu'on suit les derniers moments de sa vie sans qu'il y ait vraiment de réels propos, parce qu'on n'assiste pas vraiment à l'éclosion du génie, c'est-à-dire au moment de la reconnaissance. On ne nous montre pas vraiment non plus le moment où Turner passe du figuratif au non-figuratif, parce que vous savez quand même qu'à la fin, il a commencé à faire des choses qui étaient un peu moquées, et ça on le voit un peu dans le film, mais à s'abstraire de la figuration pour passer de l'émotion. On a dit qu'il annonçait l'impressionnisme. Oui, c'est vrai d'une certaine manière, mais ça, oui, sauf que c'est le pré-impressionnisme. Oui, enfin, on a dit aussi de Fra Angelico qu'il annonçait. Enfin, tout annonce. Un artiste est en lui-même
tellement immense que... L'impressionnisme, c'est comme la fin du monde, tout l'annonce. Voilà. Merci Maxime de m'avoir si bien compris. On ne voit pas vraiment la naissance de ça, ni son acceptation ou son rejet. Et on voit des moments où les gens l'aiment bien, on voit qu'il a des commandes, qu'il va dans des châteaux où les gens lui ont commandé des choses, on voit aussi que la reine Victoria ne l'aime pas, on voit qu'il expose au salon, mais sans avoir tellement d'avis sur sa peinture. Et dans la réalité, il était comment? Il était aussi laid que ce personnage? Alors, je ne sais pas s'il était aussi laid que ce personnage, puisque j'ai pas vu de photographie de lui, Turner, oui. Surtout jeune. Oui. Dans la réalité, c'était évidemment très loin d'être le jeune premier parfait avec la petite fleur à la boutonnière. Enfin bon, le film reprend quand même une partie de la réalité du personnage, mais c'est pas parce que le personnage n'était pas éminemment beau et sympathique qu'on est obligé de nous le montrer sous ses jours d'accentuer les moins jolis, parce que ce qui nous intéresse dans Turner, si vous voulez, c'est pas le moment où il baisse son pantalon et on voit ses grosses fesses contre le buffet de la salle à manger, où il va entreprendre la servante, d'ailleurs qui a l'air complètement mangée par la gale ou la petite vérole tellement elle est laide. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt de comprendre comment il s'abstrait de la figuration, comment il devient ce pré-impressionniste dont on a beaucoup parlé, comment il vit peut-être la fin de sa vie, puisqu'après tout, le crépuscule de la vie d'un artiste, ça peut être un sujet intéressant. Bien sûr. Et bien là, non. C'était le sujet du film sur Renoir. C'était le crépuscule de la vie de Renoir, et c'était un enchantement. Et donc là, vraiment, je vous dis, Monsieur Turner, c'est une énorme déception, parce que les salles sont pleines, donc je pense que les gens s'attendent à... Et comment vous expliquez cela, Frédéric? Comment vous expliquez que c'est la vengeance sur la beauté? Parce que tout de même, Turner, c'est l'apothéose de la beauté. Je ne vois pas, je ne connais pas ce metteur en scène, je ne comprends pas, il faudrait que j'aille voir le film pour essayer d'avoir Vous nous en parlerez. Mais si jamais je vais voir le film, je vais leur demander qu'ils me remboursent au moins 10 fois la place du cinéma. Très bien, donc pas de bande-annonce. Le film dure 2h15 et... on peut largement s'abstenir d'aller au cinéma. On peut même regarder TF1 à la place. Je pense qu'on s'ennuie. Nous en passons très bien. Night Call, Frédéric? Night Call, j'ai beaucoup aimé. Bon, il est sur les écrans déjà depuis un certain temps, mais je recommande d'y aller. Pourquoi? Parce que c'est le sujet aussi et le traitement qui est absolument magnifique. C'est l'histoire d'un reporter vidéo. Vous savez comment ça se passe aux États-Unis, toutes ces boîtes privées qui ont leurs propres hélicoptères et qui filment les poursuites en voiture entre gangsters, etc., qui vont voir les accidents. C'est-à-dire, c'est la société du spectacle de Guy Debord, mais dans ce qu'il y a de plus laid, si vous voulez, de plus intrusif. C'est-à-dire qu'on est là à essayer de prendre en premier plan la blessure, la personne qui saigne, la douille, etc. Donc, ce sont des choses qui existent aux États-Unis. Et c'est un jeune reporter vidéo qui fait ça un petit peu en amateur. Il s'aperçoit qu'il vend quelque chose à une petite télé, toutes ces télés câblées qui font quasiment que ça. Ça marche et donc il se lance là-dedans à fond et c'est d'un cynisme. Ça vous montre comment les gens, par ambition, peuvent dégager absolument toute morale, alors qu'il est très sûr de lui. C'est un film très instructif et très bien fait, très bien joué. J'ai beaucoup aimé ce film. Alors la première partie, on est un peu écœuré parce qu'on se rend compte que ce personnage-là est un salopard fini qui veut tout faire pour réussir. Et ensuite, il monte même des coups parce qu'il est là, il réussit à voir sur un casse et sur un assassinat. Il a la plaque de la voiture, donc lui-même ensuite ne dit rien aux flics, mais va poursuivre pour trouver les gens, il les trouve et ensuite il les dénonce aux flics de façon à être là avec son copain. Quand les flics arrêtent, évidemment, il va y avoir des tirs, des morts, il va pouvoir faire ça. Et il sacrifie son adjoint. Il sacrifie son adjoint, il va jusqu'à faire tuer. C'est très bien fait. Très bien. Et ça montre la société du média contemporain. Très bien. Parce qu'on parle des États-Unis, mais il faut regarder certaines chaînes de la TNT pour se rendre compte que ce genre d'émission, d'une façon peut-être un petit peu plus soft, existe et même pullule à longueur de journée à la télé. Alors soit on tombe dans le pathos, regardez Jessica et Kevin, ils ont 18 ans et demi, ils en sont à leur 4e enfant, ils sont tous les deux chômeurs de longue durée, etc. Enfin, on a ce pathos-là, et puis on a aussi le pathos policier, où pour l'instant en France, on n'est pas encore arrivé à ces extrémités, mais ça viendra. Je ne suis pas sûr qu'on accepte d'aller jusqu'où ils vont aux États-Unis. Jusqu'où ils vont, non, ils font toujours un peu trop. Ils vont toujours trop loin. Je voulais redire un petit mot aussi de ce film dont j'avais parlé il y a une quinzaine de jours, c'est Iranien. Oui.
iranien, ce film sur un Iranien réfugié en France, qui a réussi à faire une réunion avec des mollahs et de parler de l'Iran, de la religion, etc. C'est un film intellectuel, mais jubilatoire. Jubilatoire, oui, vous avez tout à fait raison. Merci Frédéric. Je voudrais terminer cette séquence avec le très beau film de Vajda. J'ai vu L'homme du peuple, donc troisième de la trilogie, après L'homme de fer et L'homme de pierre. L'homme de marbre. Et L'homme de marbre, pardon. C'est la vie de Valéza, tournée dans son appartement et interrogée par Oriana Fallaci, cette journaliste italienne qui a une tête assez extraordinaire et qui, avant de mourir, avait écrit ce roman, un essai imprécateur, La rage et le mépris, sur les dangers de l'islam. Et elle interroge Valéza de façon extrêmement intelligente et raide, et elle demande à Valéza comment devient-on leader? Pourquoi êtes-vous devenu le leader? Et il répond parce que depuis tout petit, je suis très en colère. C'est quand même une réponse étonnante. Et pourquoi vous avez réussi? Pourquoi vous ne doutez pas? Parce que j'ai la foi. Et une des dernières questions, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'intellectuels autour de vous? Parce que les intellectuels parlent de tout, mais ne décident de rien. Je trouve que c'est assez intéressant. Alors, au cours de cet entretien, il y a des retours en arrière sur la première grève dans les années 70, qui a été réprimée dans le sang, et les arrestations, et puis, 10 ans plus tard, les grèves qui, elles, ont réussi et qui ont fait sauter ce verrou soviétique sur la Pologne. C'est remarquablement bien joué. On voit, Vajda sait très bien filmer les portraits. On voit ce Valéza qui est une force de la nature extraordinaire. On voit sa femme, qui est une femme d'une grande intelligence et d'une grande finesse et pleine d'humour. Elle en a assez que son mari soit toujours pris par les médias, par les grèves, par les syndicalistes. Et alors elle met sur la porte, pour garder son intimité, Typhus, ne pas entrer. Et on voit aussi la dureté de cette vie, la dureté de l'inhumanité de ce régime. Et le regard de Vajda et le regard de Valéza n'est jamais désespéré parce qu'en fait ils sont chrétiens. Ainsi, Valéza va voir un délateur pour en fait lui casser la gueule, et il s'aperçoit que cet homme vit dans un gourbi avec sa femme et ses 3 enfants. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de moyens de se chauffer, ils sont dans la misère la plus totale. Et le Polonais, d'ailleurs, s'excuse. Il dit « c'est moi qui ai fait cela ». Voilà. Et Valéza pardonne. C'est donc un film très fort, extrêmement émouvant, que je vous invite à aller voir. Et nous allons vous proposer la bande-annonce. Après un petit rappel de vos meilleurs films, Maxime. De mes meilleurs films de la semaine? Juste là, de cette semaine, oui. Ah, de cette semaine, moi je retournerai voir Les Opportunistes. Les Opportunistes. Sans aucun doute. Et vous, Moïse? Peut-être Exodus, oui. Exodus, très bien. Et nous nous quittons avec cette bande-annonce de L'homme du peuple de Valéza. Certains cinéphiles reconnaîtront la place d'un berceau qui est, à mon avis, un petit clin d'œil au berceau du cuirassé Potemkin qui descend les escaliers. Et là, le berceau sert à autre chose. Mais vous le saurez en allant voir ce très beau film. Jak nie wrócę, to sprzedasz. Lechu! Leszek! Nazwisko? Wałęsa. Buntowaliście ludzi. Ręce na stół! Quando ha capito di essere un leader. Ja jestem prostym robotnikiem, ale nie mam kompleksów. Chi glielo ha insegnato? Nie wiem, nie czytałem książek. E gli intellettuali?
Chciałem powiedzieć, że macie słuszną diagnozę, ale wszystko robicie do dupy. Czy ja się nie wydaje pani zarozumiały? Nazywam się Lech Wałęsa. Chcemy, by nigdy Polak nie musiał podnosić ręki na Polaka. A jakbym się zaczęła bać? Ja też się boję, Danuszka. Pamiętaj jedną rzecz. Masz mi wrócić żywy! No przecież mąż walczy o wielką sprawę. No, o wielką sprawę. To rodzina też jest wielka sprawa. Wynosić się wszyscy, ale już! I ty też! Ma c'è proprio bisogno dei carri armati sovietici. I ci sami, którzy mnie dzisiaj oklaskują, będą we mnie rzucać kamieniami. Oggi lei è uno degli uomini più famosi del mondo. Perché? Że w tym momencie potrzeba kogoś takiego jak ja. Kalkulując chłodno, mogę powiedzieć, że od tego momentu w przód mogę jedynie schodzić w dół. Dernier petit détail, il est tout de même curieux que ce film se donne qu'une fois par jour, en après-midi, pour que ceux qui travaillent ne puissent pas aller le voir, dans très peu de salles, et qu'il circule en France le bruit selon lequel Walesa et Vache d'Or a été à coquiner avec le Parti communiste. C'est vraiment la calomnie fantastique. Vous me disiez hors micro, Frédéric, on n'a pas pardonné à Vajda Katyn, et on en est encore là dans la France de 2014. Donc ce film est extrêmement important, amis de TV Liberté. Allez le voir, vous en serez heureux, et allez le voir en famille avec vos grands-enfants. À la semaine prochaine. Bonjour, amis de TV Liberté. Dans cette rubrique « Je lis », donc je suis... Nous avons la joie et l'honneur de recevoir Emmanuel Ratier. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Comme d'habitude, Emmanuel est filmé de dos pour préserver sa vie quotidienne. Il vient nous parler ce matin du 3e tome d'une encyclopédie des changements de nom. Préalablement, je voulais aussi vous rappeler le grand succès de cette année, qui est le vrai visage de Manuel Valls, qui est devenu un best-seller. Pourquoi, Emmanuel? Je pense que parce que le livre est bien tombé au bon moment, oui. Puisque je l'avais terminé juste 3 jours avant qu'il soit nommé Premier ministre, oui. Parce que j'étais convaincu qu'il soit nommé Premier ministre, donc je suis tombé exactement au bon moment. Et puis parce que je pense que le livre apporte beaucoup de révélations sur le passé de Manuel Valls, sur sa famille, sur des éléments qui n'avaient jamais été étudiés auparavant par ses biographes, et qui d'ailleurs, depuis, sont soigneusement toujours cachés. Absolument. Il faut dire que vous faites des biographies dans chaque numéro de ce grand journal qui s'appelle Faits et Documents, et une partie de votre travail, c'est vraiment ces biographies qui sont si importantes. Oui, c'est un travail de biographie, donc ça suppose une documentation. Oui. Et donc, je m'intéresse aux personnes, évidemment, je m'intéresse aux noms. Donc, dans la lignée d'Henri Coston, qui, sous le nom de l'archiviste Jérôme, avait publié 2 dictionnaires des changements de nom, depuis la loi de Germinal, de l'an 11, donc au moment de Napoléon, pour être clair, pour simplifier, jusqu'en 1993, il n'y a eu aucun changement de la loi sur les noms en France et sur les changements de noms. Et puis depuis, évidemment, c'était une loi qui était très bien ficelée, qui avait fait ses preuves avec l'histoire pendant plus de 150 ans. Que disait cette loi alors? C'était une loi très simple qui s'inscrit dans la lignée du Code civil et qui fixe les noms. Mais les noms étaient déjà fixés avant la Révolution, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. À un moment de la Révolution, comme c'est une utopie généralisée, on décide que les gens peuvent prendre le nom et le prénom qu'ils veulent, et au bout de 2 ans, ils se rendent compte que c'est insortable. Donc ils rétablissent le lignage, la linéalité du nom. Bien sûr, oui. Et ça va être fixé par une loi qui, pour la première fois,
la loi de Germinal fixe le changement de nom. C'est-à-dire le fait qu'on veuille changer de nom, ce dont on va parler. Et donc c'est défini très clairement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de 1800, donc en gros du début du 19e siècle, jusqu'à 1962, il y a environ 30 000 personnes qui ont changé de nom. Ouais. Depuis, il y en a 60 000. Ah, alors pourquoi cette... Ça n'a pas cessé. Ce qui était quelque chose qui était anormal, en dehors de la norme... Et devient la norme, oui. Devient un classique, et donc on change de nom pour de multiples raisons, que j'explique dans chacune des introductions des 3 tomes, qui sont... qui couvrent la période. Il y en a un qui couvre la période 62-95, l'autre qui couvre la 93, l'autre qui couvre la période 93, en gros 2000, et le dernier volume est 2000-2012. Alors quelles sont ces raisons pourquoi est-ce que les gens veulent changer de nom? Alors les gens changent de nom, je dirais, il y a 3 ou 4 grandes raisons. La première, c'est la francisation du nom. Oui. Je pense qu'on va revenir dessus, parce que c'est l'un des sujets les plus intéressants. C'est la francisation du nom. Donc on a un nom étranger, c'est très particulier, mais je vais revenir ensuite. Oui. La deuxième raison pour laquelle on change les noms, ce sont les noms considérés comme ridicules. Oui. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ça évolue au cours du temps. Oui, c'est pas le même ridicule. Oui. Voilà, c'est-à-dire par exemple connard, qui vient de l'allemand, qui veut dire valeureux, courageux, avec des dérivés, n'a rien à voir avec cette injure de type sexuel féminin, parce que c'est voilà. Et en fait, les gens ont changé de nom assez tardivement. Bon. Mais vous avez par exemple des Africains qui arrivent en France et qui s'appellent Sida. Bon. Et donc ces gens-là changent de nom parce que Sida, qui était un nom de certaines populations en Afrique, est devenu l'emblème d'une maladie. Voilà. Mais ce qui est très particulier, vous avez des gens par exemple qui s'appellent Le Pen, qui changent de nom. Bien sûr aussi. Voilà, bon. Et j'ai trouvé par exemple un Maigret. Des gens ont changé de nom parce qu'ils s'appelaient Maigret. Il n'y a aucune explication, ils prennent un autre nom parce qu'on doit tout le temps leur dire Le Pen, vous êtes de la famille. Voilà. Bon. Donc la troisième raison, je dirais que le changement de nom pour franciser son nom, c'est 35% des changements de nom. 20%, ce qu'on appelle les noms à consonance ridicule, gros seins, cocu, etc. Mais ça évolue dans le temps, c'est très très particulier. La troisième raison, ce sont les divorces. Avec, en fait, l'enfant qui va reprendre le nom de sa mère. Des enfants abandonnés, ou par exemple qui sont reconnus et adoptés par leur nouveau père. Donc, ils changent de nom pour cette raison. Et puis ensuite, il y a toute une série de raisons, et notamment, une des raisons qui était plus importante avant, et en fait, c'est pour laquelle la loi avait été faite, mais elle a été très largement modifiée, c'est le fait de relever un nom, et en général, d'origine aristocratique. Oui. Et c'est devenu absolument sidérant, parce que la loi française, qui a été changée en 1993, admet qu'on peut relever un nom s'il a une certaine notoriété qu'il n'est plus porté. Et c'est ainsi que vous vous retrouvez avec un monsieur, je me souviens plus, c'est dans mon ouvrage, c'est dans le dernier, dont nom de famille est Mohamed, qui a relevé d'Artagnan. Parce que la famille d'Artagnan avait disparu, et ça lui a été accordé parce qu'on a considéré que c'était un nom important de la gloire française, et donc que ce monsieur pouvait relever ce nom. Et il se trouve qu'il y avait un député qui s'appelle Emery de Montesquieu-Fezensac, qui était député, qui est un descendant de d'Artagnan, qui a attaqué cet arrêt et qui l'a perdu. Et à la suite de quoi, d'ailleurs, il a fait relever, lui aussi, à rajouter à son nom d'Artagnan, pour désormais pouvoir attaquer les gens qui prendraient le nom d'Artagnan. Ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est incroyable, c'est que le nom, c'est, pour les Romains, depuis toujours, c'est quelque chose qui indique la lignée, bien sûr, et qui est quelque chose qui va définir l'individu, de même que le prénom. On voit parfaitement, par exemple, les gens, quand ils se convertissent à l'islam, très souvent, ils changent de nom et de prénom. Tout de suite. Donc c'est quelque chose qui définit en partie l'individu. Et vous avez, dans cet ordre d'idées, vous avez des personnes qui vont être obligées, que la loi maintenant va autoriser à reprendre des noms absolument sans aucun rapport. Jusque-là, par exemple, on relevait le nom d'une grand-mère qui allait mourir ou d'une grand-tante qui allait mourir sans enfant. Aujourd'hui, pas du tout. La jurisprudence du Conseil d'État a complètement changé, ce qui fait que le nom est en train de se diluer. Il est beaucoup moins
Si vous voulez, par exemple, il y a 15 ans, le nom était protégé, on pouvait attaquer une décision de changement de nom pendant 1 an. Oui. C'est passé à 2 mois. Oui, c'est rien. Ça paraît au journal officiel, mais ça ne paraît pas au journal officiel électronique, qui est celui qui est lu. Et actuellement, d'ailleurs, le journal papier va disparaître. Il y a moins de 2000 abonnés. Moi, je suis obligé de lire, d'être abonné à l'ensemble du journal officiel pour pouvoir lire les listes de changement de nom. Bien sûr, oui. Dans un cadre très curieux, peut-être de protection de l'individu, mais c'est quelque chose qui est officiel, on ne peut plus avoir, on ne peut pas, c'est un des très rares éléments du journal officiel qu'on ne peut pas avoir sur Internet. Oui. Donc on est obligé d'être abonné. Donc inutile de vous dire que les gens ne sont pas au courant qu'on va leur prendre leur nom. Oui. C'est quand même, oui. Alors que, par exemple... Ça s'apparente un peu au vol. C'est un véritable emprunt, c'est un vol. Alors que, par exemple, les marques, vous avez... C'est très protégé. Voilà, très protégé. C'est 3 ans on ne touche pour attaquer... pas à une marque. Oui. C'est 3 ans pour attaquer une marque alien pays. Encore, il y a d'autres méthodes pour l'attaquer ensuite. Mais l'exemple type, c'est des noms de personnes qui vont avoir déposé leur propre nom comme marque, parce que pour de la publicité, pas Jean Patou, par exemple, ce genre de choses, leur nom va être protégé. Alors que l'individu, son nom n'est pas protégé. Et ça va en s'accélérant en permanence. C'est très emblématique de notre époque. Voilà. C'est très très symptomatique, parce que la loi de Germinal... La seule identité qui reste, c'est une identité commerciale. C'est exactement ça, c'est un individu hors sol. Et on voit le législateur, la loi de Germinal était très bien ficelée. En 1993, ils changent la loi. Ils abandonnent, ils commencent à changer les choses. Depuis, il y a eu 3 lois. Et la dernière, beaucoup de gens, je pense, l'ignorent, remonte au mariage homosexuel. Où il y a plusieurs alinéas qui sont consacrés au changement de nom et qui s'appliquent à l'ensemble de la population. Et pas du tout exclusivement pour les couples invertis qui voudraient se marier. Oui. Enfin, les pères invertis qui voudraient se marier. Oui. Donc, en cas de désaccord, en cas de non-désignation, l'enfant est automatiquement appelé du nom des parents dans l'ordre alphabétique. Ah, c'est l'ordre alphabétique. C'est l'ordre alphabétique. Et vous voyez, avant, il y avait une loi, c'est un proverbe romain, mais qui a été repris dans le droit français, qui est « la mère donne la vie, le père donne le nom ». Comme ça, il y avait un équilibre. Et c'est-à-dire qu'il y a la paternité et le patronyme. Aujourd'hui, le mot patronyme n'a plus aucun sens, puisque les enfants peuvent prendre le nom de la mère et le conserver. Et alors, ça pose des problèmes. Et complètement supprimer le nom du père. Oui, de toute façon, c'est l'effacement du père. Je sais que vous êtes une féministe dans le bon sens du terme. Et donc, il y a une volonté d'effacement, mais il y a aussi une volonté d'effacement de la famille. Dans 3 ou 4 générations, pour un certain nombre de gens qui sont nés dans des conditions un peu particulières, je pense à la gestation pour autrui, mais il y aura beaucoup les adoptions, etc., il sera impossible de suivre la généalogie des gens. Et je pense qu'un des buts du législateur socialiste, c'est-à-dire internationaliste hors sol, c'est de couper les racines. C'est de couper totalement la racine. Or, le nom, c'est vraiment une racine. Et c'est pour ça que c'est un travail de bénédictin insomniaque, c'est-à-dire j'ai relevé 20 000 ou 30 000 dans chacun des volumes. J'ai relevé entre 20 et 30 000 changements de nom. Je vous assure, c'est horrible parce que les noms sont très très compliqués. Donc il faut saisir le nom, les prénoms très compliqués, la date de naissance, le lieu de naissance, le nouveau nom, etc. C'est un peu... Bon, heureusement, il y a vous faites un travail de moine. De bénédictin insomniaque. Moine copiste. Voilà. Mais je le fais parce que personne ne le fait. Et surtout parce que les gens ne le savent pas. Et souvent, ce qui est assez amusant quand je vais dans une fête du livre, par exemple à la fête Lire sous les sapins, les gens prenaient le livre et regardaient si on avait pris leur nom. Et ils le reposaient discrètement. En fait, les gens quand même s'intéressent beaucoup à leur nom. Et il y a toutes sortes de choses extraordinaires. Parce qu'il y a des méthodes pour changer de nom, il y a l'inversion des lettres. Enfin, je raconte ça parce qu'il ne faut pas que le livre soit sec. Donc il ne faut pas que ça soit une liste de noms. Alors, il y a aussi tous ces fantaisistes. Je me souviens, un soir, je vais, il y a très longtemps, à une soirée dansante. Et je vois sur la porte d'un immeuble très chic près des Champs-Élysées le nom de ces gens plus le nom du village. Alors que je savais qu'ils avaient acheté cette terre et la maison depuis 20 ans. Donc... Ah oui, alors ça, je pense que c'est des patronymes... C'est des patronymes qui ne sont pas forcément légaux. Oui, ou à volonté
aristocratique. Oui. Alors ça, c'est un grand classique, un peu évolué. On en voyait énormément au début du XXe siècle. Et là, maintenant, non, c'est fini? Si, on en voit toujours. Oui. Avec des choses, mais l'exemple type, bon, c'est Valéry Giscard d'Estaing, bon, qui s'appelait Giscard, et qui reste la famille Giscard, donc c'est le grand-père de Valéry Giscard, cherchait à racheter un titre. Oui. Bon. Et donc, il y avait un titre qui était en déshérence, parce que la personne était prête à céder son titre, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, s'appelait de la Tour Fondue. Oui. Et finalement, ils n'ont pas racheté le titre, et je suppose que Giscard de la Tour Fondue aurait eu un peu de mal à être élu président de la République. C'est pas possible. Donc, ils ont racheté d'Estaing, enfin, le titre d'Estaing, et ces dernières années, ils ont racheté le château, en faisant croire, évidemment, que leurs ancêtres étaient là, ce qui est totalement bon. Mais il y en a énormément de gens qui font ça. Alors, une des spécialités, c'est quand vous vous appelez, par exemple, je vais donner un exemple, j'espère qu'il n'existe pas, mais par exemple, Delannoy, et vous obtenez au journal officiel à le changer en Delannoy. Ah oui, bien sûr, oui. Voilà. Ah oui. Alors que chacun sait que la particule n'est pas une preuve de noblesse. Ou là, par exemple, avec le baron Pinotto, par exemple. Oui, absolument. Voilà. Alors, vous donnez, donc c'est un dictionnaire avec le nom... alors oui, la francisation, est-ce qu'elle n'a pas un petit peu diminué? Parce qu'on a l'impression tout de même qu'il y a beaucoup de noms français au début du siècle, très peu de noms français, dans la presse, dans le... bon, mais... On a l'impression, au contraire, qu'aujourd'hui, il y a une explosion de noms étrangers, qu'il y a beaucoup moins de francisation. Alors, quelle est votre réponse? C'est qu'il y a eu une immigration extrêmement importante, avec des naturalisations qui ont été facilitées. Oui. Je vous rappelle qu'il y a à peu près 180 000 naturalisations par an. Oui. C'est quand même énorme. Oui. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de la ville de Caen avec sa banlieue. Quoi. Oui, donc ça fait quand même beaucoup. Quoi. Ou la ville de Rouen avec sa banlieue, pour donner un exemple. Bon. Donc dans ce cadre-là, qui est la jurisprudence du Conseil d'État, fait que au moment de la naturalisation, les gens peuvent franciser leur nom. C'est ça. Ils n'apparaissent pas dans les changements de nom. Il y en a en plus, mais comme il y en a 200 000, là je ne peux pas les relever, il faudrait remonter sur 150 ans. Oui. Bon. Mais la francisation, je vous ai expliqué, n'a pas cessé d'augmenter, enfin le changement de nom n'a pas cessé d'augmenter, mais en même temps, parce que la population a explosé. Donc il y a énormément de noms à consonance étrangère, mais en même temps, il y a beaucoup plus de gens qu'avant qui changent de nom pour franciser leur nom. Alors pour des raisons qui sont extrêmement diverses, il y a notamment dans une volonté d'intégration réelle, et la jurisprudence du Conseil d'État est très particulière, puisqu'il n'y a pas de définition des noms, mais on dit on facilitera le fait de franciser son nom, de manière à mieux s'inclure dans la communauté nationale. Sûr, mais la liste des noms n'existe pas. Donc, c'est extrêmement particulier, puisqu'ils ne veulent pas dire qui sont les noms français et les noms étrangers, mais en même temps, il y a des gens, par exemple, qui... Pour vous donner un exemple, il y a un certain nombre de personnes dont des familles juives qui sont arrivées en France dans les années 20 ou 30, qui ont changé de nom. Absolument. Qui ont pris un nom. Absolument. Et aujourd'hui, leurs enfants demandent à reprendre le nom. Voilà. La jurisprudence du Conseil d'État est pratiquement systématique. Elle refuse le changement de nom. Ah oui? Et oui, parce que le nom va redevenir étranger. Ah oui, d'accord. Ah, tout de même. Oui. C'est pas des populations des pays, par exemple les Ashkénazes qui venaient des pays de l'Est. Oui. Des gens, bon, alors, par exemple, alors il y a quelques exceptions. Par exemple, je le raconte, il y a un éditeur français qui a réussi à reprendre le nom de ses parents. Bon. Mais la femme d'Edwy Pellenel, Nicole Lapierre, qui a un nom à consonance étrangère, mais qui a été francisé par ses parents, pour elle-même au moment qui a changé de nom, a consacré une spécialiste de ça, et se plaint justement qu'on ne puisse pas reprendre son nom. Bon. Mais très souvent, par exemple, il y a des gens qui changent de nom, parce que notamment, ils ont des noms trop longs. Donc, je pense en particulier aux malgaches. Ratsilovana, Ramatatsaputan, etc. Et donc, ils n'arrivent même pas à les mettre sur les cartes d'identité. Donc, en général, ça, c'est un système, ils raccourcissent, ils vont s'appeler Raja. On vous écouterait pendant des heures, Emmanuel Ratier. Mais c'est un sujet fascinant. C'est un sujet merveilleux. Donc, nous avons évoqué l'encyclopédie des changements de nom d'Emmanuel Ratier. Je vous rappelle, Faits et documents, une revue tout à fait étonnante. Et Le vrai visage de Manuel Valls, que l'on peut trouver très facilement. Et je crois dans une très bonne librairie, rue de Clichy.
Oui, la librairie Facta, 4 rue Clichy, Paris 9e. 4 rue de Clichy. Merci beaucoup, Emmanuel Ratier. Merci Anne Brassier de votre accueil. Amis de TV Liberté, à tout de suite pour une autre séquence de Parle de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous recevons pour cette séquence L'art en beauté un peintre, Guillaume Lebaube. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Nous avons le grand bonheur, et nous allons tout de suite le partager avec les téléspectateurs, le grand bonheur de ce tableau de Senlis, de cette vue de Senlis qui est très belle et qui donne tout de suite l'image et l'idée de votre talent, Guillaume Lebaube. Quand avez-vous eu la conscience de votre don et la volonté d'obéir à une vocation? Oui, alors justement, je pense qu'il s'agit, enfin j'ai l'impression en tout cas, véritablement d'une vocation, parce que ça m'a pris très tôt dans l'enfance. Ah oui. Mais il est vrai qu'il y avait un terreau familial quand même. Votre père? Alors non, mon père n'était pas du tout artiste, mais je vivais avec nous habitions chez mes grands-parents. Mes grands-parents dessinaient très bien. Mon grand-père, donc maternel, alors c'est surtout du côté maternel, concevait des luminaires donc, qu'il aquarellait. C'est un petit peu la manière des artisans d'autrefois. Oui, et donc j'avais leur fils, mon oncle, qui lui était marin et peintre, donc qui me montrait, me donnait des conseils quand je dessinais enfant. Et puis j'avais donc des ancêtres, leurs propres parents, des arrière-grands-parents qui étaient des peintres professionnels. Donc j'ai baigné un petit peu dans tout ça. Vous descendez d'une lignée de peintres? Oui, du côté de ma mère. Du côté de votre mère. Ça, c'est très bien. Donc je baignais au milieu d'étoiles. Voilà. Vous faites les Beaux-Arts? J'ai fait les Beaux-Arts, oui, à Paris. Et vous vous installez à Senlis tout de suite Oui, pratiquement. Enfin, c'est-à-dire qu'avec... j'ai rencontré ma femme aux Beaux-Arts, donc nous sommes peintres tous les deux. Vous êtes peintres tous les deux. Nous avons fait des études d'histoire de l'art à la Sorbonne, et puis... c'est ça, elle donnait déjà des cours, et nous sommes installés à Senlis, étant parisien au départ. Et vous êtes installé à Senlis. D'où ce très très beau tableau sur Senlis, ce ciel extraordinaire. Alors, prévenons tout de suite nos amis de TV Liberté. Vous êtes un peintre qui aime le réel. Oui, j'aime la nature. Je pense qu'il y a une quête en fait à essayer de la transcrire, il y a même presque, comment dire, vous savez, c'est un petit peu comme un animal sauvage, quand on l'aperçoit, il s'enfuit, on le voit comment dire, de façon furtive. Et je trouve que essayer de représenter un instant de vie, un moment furtif de la nature qui peut être dans une lumière, c'est une quête qui effectivement et peut meubler toute une vie en fait. C'est passionnant. Ouais. D'autant plus que vous avez filmé des scènes de bord de mer, la plage, et là c'est la difficulté à l'extrême, non? Voilà, c'est ça. Effectivement, c'est accompagné de cet oncle dont je parlais tout à l'heure. En fait, dès l'âge de 16 ans, j'ai planté mon chevalet avec lui. Lui étant marin, faisant beaucoup de marine sur les bords sur les côtes. Ouais. Et alors, il y a, c'est-à-dire qu'en fait, il faut très peu de temps en fait pour arriver à saisir une lumière, et on peut pas rester plus de 2 heures au même endroit, enfin, parce qu'après la lumière a trop changé. Et si on veut vraiment donner la sensation d'un moment vécu, en fait, il faut revenir à un autre jour. Ça peut être le lendemain, mais à condition que la lumière soit la même. Donc, ça peut être même 1 an après ou 2 ans après, à condition que ce soit la même, au même endroit, évidemment, mais et à au même type d'éclairage. Voilà. C'est fou, cette recherche du même éclairage. Oui, c'est ce qui va donner l'illusion, en fait. C'est parce que, vous savez, dans la peinture, il y a évidemment les couleurs, mais il y a aussi ce que les peintres appellent des valeurs, c'est-à-dire que l'intensité des gris
chaque couleur ayant une intensité de gris différente. Et c'est l'exactitude de ces valeurs, de la représentation de ces valeurs, qui est donnée par l'éclairage, par la lumière, qui va donner l'illusion de la vie, en fait. C'est assez curieux, mais c'est ce qui fait que des peintres comme Corot, par exemple, qui peignaient en plein air aussi, et arrivaient à donner cette illusion que l'on a, ou comme Monet, par exemple, d'un moment vécu, parce que c'est la retranscription au plus juste de la juste valeur, enfin de l'intensité des noirs et des blancs derrière la couleur. C'est très intéressant de vous écouter. Vous faites aussi des portraits. Oui. Des portraits qui sont extrêmement vivants, et on a l'impression que vos personnages vont parler. Et c'est une source de revenus pour un peintre que les portraits. Absolument, alors ça l'a toujours été. Ça l'a toujours été, oui. Et ça perdure un petit peu, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a... Oui, malgré la photo. Malgré la photo, les gens aiment bien avoir, enfin un certain nombre de personnes, évidemment, un portrait qui est un peu plus marquant, qui souvent des sanguines, voilà, ou voire parfois des peintures. Maintenant, ce qui est un petit peu plus difficile, c'est parce que les traditions ayant changé, enfin, ou le mode de comportement des gens qui posent, c'est de faire poser justement, souvent pour des séances qui peuvent être un petit peu rébarbatives, un peu longues, les modèles. Alors c'est surtout les enfants tiennent. Les enfants ne doivent pas tenir sur la durée. Voilà, donc il faut souvent doubler par des photographies pour pouvoir continuer. Parce que les enfants ne tiennent pas en place, en général, ils ont beaucoup de mal. Bien sûr. Et vous faites aussi de la restauration d'objets, de tableaux ou de devants d'hôtel. Voilà, en ce moment, oui, ça rend. Alors il y a certaines choses, nous ne sommes pas restaurateurs, je parle, ma femme et moi ne sommes pas restaurateurs proprement dit, mais on demande votre aide. Voilà, pour certaines choses, nous faisons des interventions qui. En ce moment, nous sommes en train de restaurer le maître-autel de Saint-Antoine de Compiègne, qui est une église à Compiègne, qui est une église gothique, qui est magnifique, qui a une base qui est du premier gothique, mais cet autel est Napoléon III, donc il n'est pas classé monuments historiques, mais il a été très très dégradé. Et là, donc, il a fallu prendre des calques et repeindre finalement. Et donc, vous lui redonnez une petite jeunesse. Voilà, parce que le salpêtre avait dévoré l'ancienne peinture. Alors là, c'était effectivement un travail que nous avons fait cette année qui a demandé beaucoup d'heures de travail. Et maintenant, il va falloir échafauder pour faire la flèche, parce que c'est un hôtel néo-gothique, en fait. Oui. Vous allez porter un harnais pour ne pas risquer de tomber? Je ne pense pas. Bon, je vais essayer de ne pas avoir le vertige, mais ça ne monte pas non plus à des hauteurs vertigineuses. Enfin, il doit bien monter quand même à 8 mètres. Hein, oui, quand même, 8 mètres, il y a de quoi... il y a de quoi se casser une jambe. Oui. Et puis, vous avez une activité de pédagogue. Voilà, oui, c'est ça aussi. Alors bon, donc, c'est souvent les peintres associent. Oui, pardon. Avant l'activité de pédagogue, puisque on va glisser d'un sujet à l'autre, vous avez illustré des contes, des livres pour enfants. Et là, vous avez une gaieté, vous avez j'aime beaucoup ces illustrations. Oui, alors j'ai illustré un certain nombre d'ouvrages, notamment également 3 livres que j'ai écrits sur les techniques de peinture, et puis un carnet de voyage sur les Pyrénées, qui est plutôt destiné aux enfants aussi, qui est sous forme de dictionnaire, ou de sorte de glossaire. Chez quel éditeur ? Alors c'est un éditeur qui a disparu, mais qui s'appelait Éclair de Plume. Voilà, Éclair de Plume, mais on trouve encore ces ouvrages ? Oui, on peut les trouver. Moi, justement, je n'ai racheté une réserve. Donc c'est pas parti au pilon. Donc on peut aller sur votre site internet ? Oui, on peut me contacter. Guillaume Lebaube sur internet. Voilà, c'est ça. Et alors, j'en viens justement à cette activité de pédagogue parce que vous me disiez que vous enseigniez à un type particulier de jeunes gens bien précis.
Oui, alors en ce moment, je donne. Alors, ça fait déjà au moins une vingtaine d'années que je donne des cours à l'école. Alors, ça paraît étrange, mais à l'école de kinésithérapie de Paris, pour former des futurs kinésithérapeutes. Moi, je ne les forme pas au massage, mais par contre, je leur donne des clés du dessin. Et puis, comme ils sont jeunes et puis finalement, c'est une transmission d'un enseignement ancien, donc ça va assez vite, ça passe très bien. Et ce qui leur permet donc ils posent alternativement et on étudie certaines régions parallèlement au cours d'anatomie. Et il y a deux parties en fait dans ce cours de morphologie. Une partie palpatoire, c'est pas moi, et puis une partie observation à travers le dessin, si vous voulez, pour écourter un petit peu. Je leur apprends à observer le corps humain, parce qu'au Beaux-Arts, on avait une formation en anatomie qui était quand même très importante, qui a complètement disparu. Non, pas totalement. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils font maintenant, mais en tout cas, le professeur qui donne cours à l'heure actuelle, qui a succédé au précédent, est extrêmement compétent. Donc, je l'imagine que... C'est revenu, parce que je crois qu'il y a eu un moment où on a... Alors, le cours d'anatomie est toujours resté quand même... très solide. Donc, c'est qu'on a quand même bazardé beaucoup de statues. Ah oui, alors là, on a détruit, en mai 68, effectivement, on a détruit à coups de marteau, on ne sait pas qui d'ailleurs, les merveilleux, oui, des révolutionnaires, évidemment. Des moulages qui étaient très du passé faisons table rase, voilà, c'est ça, cette horrible phrase qui, dans sa totalité... veut tout détruire en fait. Donc à coups de marteau, on a détruit de merveilleux moulages qui avaient été pris sur des originaux en Italie notamment et en France aussi. Parfois d'œuvres, donc c'était des moulages anciens d'ailleurs, beaucoup ont été faits au XVIIIe ou XIXe siècle. Certains ont été récupérés, on est arrivé à recoller les morceaux et ils sont exposés à l'heure actuelle à Versailles. Là, il y a eu des destructions très très sévères là-dessus qui ont cassé finalement le lien qu'il y avait entre non seulement le passé, la tradition, mais aussi entre la confiance exercée entre une partie de cette école qui est magnifique et merveilleuse, que j'aime énormément, parce que les murs recèlent énormément de toute l'effort des artistes du passé qui ont travaillé là-dedans. Et voilà, une confiance qui est cassée entre finalement la conservation qui est autour de la bibliothèque et les étudiants qui, eux, sont maintenant... dans leur mouvement, donc à l'heure actuelle. Là, je ne peux pas tellement en parler parce que Bien sûr. Je n'y suis plus. Mais alors, c'est étonnant cette approche pour les kinésithérapeutes par le dessin. Ça, c'est vraiment très important. C'est très Oui, alors je le trouve. Donc, il y a deux axes que je donne dans ce cours. Je leur fais des projections sur... qui peuvent s'apparenter un peu à l'histoire de l'art, mais qui est sur l'histoire de la représentation du corps humain. C'est-à-dire... pourquoi aussi essayer de comprendre le sens des œuvres d'art, pourquoi le corps est représenté de telle ou telle façon. Donc ça va de la préhistoire. Bon, c'est un survol, mais j'essaie vraiment que ce soit très profond, que ça parle vraiment du sens de l'œuvre et pourquoi elles sont Donnez-nous un exemple. Par exemple, j'y étais ce matin et on travaillait sur le pied. La région du pied, donc ils le font parallèlement en anatomie. Bien sûr. Et les Égyptiens représentent que des pieds internes, en fait. Quand c'est un pied externe... Qu'est-ce que vous appelez un pied interne, un pied externe? Vous voyez, la partie extérieure du pied n'est pas la même que la partie intérieure. D'accord. Et oui. Alors, en fait, il y a beaucoup de choses comme ça à travers l'histoire de l'art, des représentations du corps humain différentes, mais c'est dû au fait, pour écourter, que vous savez, les Égyptiens, il y a aussi cette représentation avec les yeux de face, le corps de profil, mais les épaules de face, etc. Et en fait, ils s'interdisaient des effets de perspective ou de cacher des éléments du corps. C'est-à-dire, par exemple, les épaules de face sont plus perceptibles, plus lisibles que des épaules de profil où il faut faire un travail de perspective et peut-être un effort de compréhension pour la comprendre. Et en fait, c'était dû à la vertu magique de cette image, de l'image, qui avait non seulement un pouvoir de réception émanant des forces spirituelles, divines, qui pouvaient être un réceptacle de ces forces-là, mais elles en émettaient aussi et pouvaient influer dans l'au-delà sur
le comportement, enfin les épreuves que le défunt allait supporter dans l'au-delà. Et donc pour ça, ces images devaient être bien comprises par les forces supérieures, les forces transcendantes, les forces divines. Oui. Et c'est pour ça qu'il s'interdisait des représentations naturalistes, mais des représentations qui étaient codifiées, en fait, et qui n'ont pratiquement pas bougé pendant 2500 ans, en fait. Ils sont restés pratiquement les mêmes pendant toute cette période. Voilà, bon, c'est un exemple, mais enfin... Oui, c'est un exemple on parle de la Renaissance aussi. Et puis, vous avez d'autres étudiants qui, eux, se préparent au dessin animé. Voilà, c'est ça. Donc cette année, et puis quelques années précédentes aussi, il y a depuis 3 ans, je donne des cours à des... Donc alors là, sur les styles architecturaux et sur le dessin, pas le dessin d'architecture, mais disons, il y a au programme certains styles d'architecture. Par exemple, il y a l'architecture classique française, et puis jusqu'au néoclassicisme, etc. L'architecture paysanne aussi. Et donc, je leur apprends à reconnaître ces styles. Je leur fais travailler sur un glossaire avec les termes d'architecture. En fait, c'est une œuvre de culture générale, là. Oui, aussi, là, qui tourne autour d'architecture. Pour les préparer au... ils font des décors aussi, donc des décors d'architecture. Et donc là, je parlais d'architecture paysanne, parce qu'effectivement, aussi, ils vont travailler sur des décors de villes médiévales ou des choses comme ça. Donc, ils ont besoin d'avoir des bâtiments qui tiennent la route, qui sont construits, sur lesquels il n'y a pas d'incongruité, en fait. Et ils sont très heureux de ces cours. Alors, ces derniers-là, ces étudiants-là, en fait, ont été... je n'aurais pas tellement parlé avec eux, mais je les soupçonne, ils ont été frustrés par l'éducation nationale. On les voit très bien ayant dessiné pendant les cours. Et alors là, ils sont en fait passionnés par le dessin. Il leur manque évidemment énormément de culture artistique et de culture générale. Et du coup, il faut aborder ça en les faisant dessiner en même temps. Par exemple, on a fait une sortie Place des Vosges, et là, je leur explique la structure des bâtiments, pourquoi et tout de suite, à vos crayons. Et tout de suite, hop, allez, voilà, il faut qu'ils... Mais ce qui est très bien, c'est une bonne façon, évidemment, d'analyser les formes. Absolument, oui, absolument. Écoutez, merci beaucoup Guillaume Lebaube de cette présentation de votre art et de votre enseignement. Donc je dis aux téléspectateurs qu'ils peuvent retrouver Guillaume Lebaube sur Internet, sur son site tout simplement, et peut-être lui rendre visite à Senlis. Pourquoi pas. Donner un coup de fil avant. Donner un coup de fil avant, bien sûr. Et merci beaucoup d'être venu vous présenter pour les téléspectateurs de TV Liberté. Merci beaucoup Guillaume Lebaube. Merci madame. À très bientôt. J'espère. Une exposition peut-être? Il n'y a pas de prévu en ce moment. Non. Alors pour une prochaine exposition. Oui, c'est ce qui peut arriver. Merci. À très bientôt, chers amis de TV Liberté, pour une autre séquence de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, rebonjour pour cette nouvelle séquence de Perles de Culture avec Maxime Gabriel. Bonjour. Bonjour Anne. Qui nous emmène voir une très belle exposition. Et du patrimoine. Parce que c'est une exposition qui nous invite à redécouvrir des bâtiments qu'on connaît plus ou moins bien. Oui. Espérons que nos téléspectateurs les connaissent bien. Avec une sommité aujourd'hui, Anne, si je vous demande un des architectes les plus connus de France de tous les temps, vous allez me citer entre Mansart et Le Corbusier. Viollet-le-Duc. Et voilà. C'est au palais de Chaillot. C'est à Chaillot, puisqu'on fête cette année les 200 ans de la naissance de Viollet-le-Duc, qui est né en 1814, juste à la fin du Premier Empire. Et c'est évidemment un architecte majeur qui a même laissé son nom à un style, puisque aujourd'hui, quand on parle de néo-gothique, on parle souvent, à tort, d'ailleurs,
de style Viollet-le-Duc, puisqu'il incarne la redécouverte du Moyen-Âge, bien qu'il ait été ni le premier à le traiter, ni le dernier, ni même celui qui a réalisé le plus de choses, mais c'est comme ça. Parfois, l'histoire a cette magie qui fait de vous un héros malgré vous. Et donc, c'est une exposition qui nous invite à redécouvrir cet architecte qui était déjà très connu à son époque et qu'il est encore aujourd'hui. Et ce n'est pas si courant que ça, parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'architectes du 19e siècle qui ont réussi à traverser l'histoire pour rester connus. Alors peut-être on dit quelques mots sur sa vie avant de parler de ses réalisations. Alors Viollet-le-Duc, donc né en 1814 dans un milieu bourgeois parisien quand même assez confortable et surtout assez intellectuel, puisque ses parents reçoivent, ils reçoivent notamment, et son oncle aussi, son oncle qui est aussi une personnalité culturelle, et on reçoit Mérimée, on reçoit Stendhal, etc. Donc c'est pas un garçon qui naît dans un milieu parfaitement pauvre et qui réussit par son seul talent et son seul mérite, comme on aime souvent à le voir au cinéma. On en a fait d'ailleurs parler un jour. Là, c'est un garçon qui naît dans un milieu raffiné, intelligent, où il bénéficie d'une éducation très solide donnée à domicile comme on le faisait autrefois. Il faut aussi rappeler qu'autrefois, on n'allait pas forcément à l'école et on n'était pas non plus plus stupide pour autant. Mansart et Viollet-le-Duc n'ont pas eu besoin de l'école laïque, républicaine et obligatoire pour réussir dans la vie. C'est quand même ça aussi un joli symbole. On avait un précepteur à la maison. On avait un précepteur et puis surtout, sa famille connaissait beaucoup de gens qui ont donné à ce jeune beaucoup de savoir et de savoir-faire, notamment du dessin. Et le jeune Viollet-le-Duc aura la chance, plusieurs chances. D'abord, la chance de naître donc, dans cette famille qui lui donne le goût du beau. Ensuite, la chance d'avoir son oncle et protecteur qui lui apprend le dessin et qui l'emmène chaque année en voyage avec sa famille. Et donc chaque année, il va aller découvrir à qui la Bourgogne, à qui la Champagne, etc. Donc s'intéresser à toutes les régions de France et prendre conscience que leur architecture est un symbole de leur identité. Et donc nous parle. Voilà. Donc cette dimension patrimoniale apparaît chez Viollet-le-Duc quand il est encore assez jeune, comme elle apparaît dans cette époque. Et je pense que c'est sa deuxième chance, c'est de naître à l'époque où le romantisme apparaît, puisqu'il est grosso modo de la génération de Mérimée, d'Hugo, etc., ou juste après. Et donc, en fait, il baigne dans cet esprit-là de redécouverte de la notion de patrimoine, d'identité, etc., qu'il va par la suite. Il naît après la Révolution et aussi après un certain nombre de ravages de la Révolution, où beaucoup d'églises, de châteaux ont été abattus. C'est d'ailleurs ce qui a donné naissance à cette folie du romantisme. On a déjà ici, dans cette émission, cité Victor Hugo, qui écrit La guerre aux démolisseurs en 1825. Donc le jeune Viollet-le-Duc a 11 ans quand sort La guerre aux démolisseurs. Donc toute sa formation intellectuelle de jeune homme et de jeune professionnel va s'épanouir dans un milieu, je dirais, dans un environnement global qui est porté par ce romantisme qu'incarnent Victor Hugo et d'autres, et Mérimée, et en même temps dans un milieu familial qui est largement ouvert à ces modernités et au monde culturel et intellectuel, où on lui apprend et on lui fait lire cette génération romantique. Il n'est pas dans un milieu réactionnaire où on rejetterait le romantisme, ou dans un milieu qui vivrait dans la Révolution. Sa famille est orléaniste, il sera d'ailleurs orléaniste à peu près toute sa vie, au moins par attachement, mais c'est un homme qui n'a pas de conviction réellement politique. Alors, beaucoup disent qu'il était franc-maçon, moi j'en sais rien, je ne suis pas dans le secret d'alcôve des uns et des autres. En tout cas, à la fin de sa vie, il était clairement du côté des républicains, pour ne pas dire des radicaux, sans être communard non plus, mais voilà, il a été actif pendant cette commune de Paris. Et donc c'est un homme qui s'est formé un peu tout seul, qui n'a pas fait de grande école d'architecture. On peut aussi être un grand architecte sans faire une école d'architecture. Mansart n'a pas fait d'école d'architecture. Et Jeanne d'Arc n'avait pas fait l'école de guerre. Vous voyez, c'est quand même assez dingue. Et Léonard de Vinci n'avait pas fait les beaux-arts. Et pourtant, il est devenu le plus grand artiste de tous les temps. C'est quand même assez curieux, toutes ces choses-là. C'est plein d'optimisme, ce que vous dites. Voilà. Moi, je crois beaucoup à la réussite. Pour les jeunes gens qui nous écoutent. On peut être un grand talent sans une grande école et on peut être d'une grande école sans grand talent. C'est la réalité de notre monde. Donc, le jeune Viollet-le-Duc n'a pas fait de grande école. En revanche, il a voyagé beaucoup en France et ensuite beaucoup en Italie. En Italie, puisqu'il a eu la chance d'avoir un petit pinceau qui était assez fort et d'avoir une pension par la famille royale pour aller en Italie. Alors j'ai noté cette phrase parmi mes nombreuses fiches comme vous les apercevez.
Et le voyage en Italie, il a dit avant de partir, en 1836, « Je voudrais tant revenir de là en homme d'un vrai talent et j'ai tellement peur de la médiocrité. » Alors ça, évidemment, j'aime Viollet-le-Duc pour ce propos, hein, j'ai peur de la médiocrité, et c'est vrai qu'il a montré ensuite toute sa vie un réel talent. Il a dit... Et une grande modestie, parce qu'en fait, son travail a consisté à remettre à l'honneur... à remettre à l'honneur quelque chose. Alors, il a une pensée architecturale qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer. Oui. J'en parlerai après. Il a aussi une pensée vers la transmission. C'est-à-dire, il ne se contente pas de dire, voilà, moi j'ai fait et je suis merveilleux. Au contraire, il a créé notamment une école de dessin qui était gratuite pour propager l'art du dessin en dehors de l'école des beaux-arts et de la grande architecture. Donc, son idée, c'était de donner à tous, pas forcément à tout le monde, mais en tout cas à un plus large public, le goût du beau et le savoir de base de l'architecte, en particulier le dessin. Et il a écrit énormément d'ouvrages qui, pour certains, font encore référence aujourd'hui. Alors, sur des sujets très bateaux, par exemple, il a fait une carte des Alpes et du Mont-Blanc, puisqu'il était aussi alpiniste à ses heures, qui fait encore autorité, mais il a surtout écrit des tas de dictionnaires d'architecture, notamment sur le Moyen-Âge. Il y en a un notamment en 10 volumes, hein, qui est assez connu, alors que peu de gens ont, mais qui aujourd'hui encore fait autorité, même si l'œuvre de Viollet-le-Duc a évidemment eu ses controverses. Et lui aborde l'architecture et en particulier le retour au gothique dans une démarche qui n'est pas du tout, comme certains voudraient le voir, une démarche réactionnaire. Et ça, je pense qu'il faut sortir de ce champ d'analyse. Hein. Le néo-gothique, le retour au gothique n'est pas du tout un acte réactionnaire, c'est au contraire un acte presque progressiste. Hein. Et ça, c'est tout le discours républicain de la Troisième République qui a voulu enfermer le 19e siècle avec ses différents régimes monarchiques, donc forcément très mauvais, dans un néo-gothique qui était forcément réactionnaire. Expliquez-nous comment le néo-gothique... C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que le néo-gothique est perçu par toute cette génération montante, et autant à Paris qu'en province, comme quelque chose d'abord de nouveau. Voilà, parce que ça fait 70 ans qu'on a des lignes droites, et donc on revient au nouveau avec une certaine joie de vivre. Ensuite, c'est à la mode, ça permet de se rebaigner dans tout cet imaginaire fantasmé du Moyen-Âge, Tristan et Iseult, les grands personnages, les rois, les croisades, etc. Donc cette histoire un peu brillante qu'on a envie de revivre après les périodes assez troublées de la Révolution. Et puis, on voit dans ce gothique du grand, du beau, de la foi, du spirituel. Du spirituel, et aussi une forme de rêve. Par exemple, Viollet-le-Duc dit, dans une lettre en 1835, « Il n'y a plus de cathédrale après Chartres. Là, j'ai vraiment senti ce qu'est l'architecture. Il m'a semblé que tous mes rêves d'enfance se réalisaient. » Donc, vous voyez, il ne dit pas du tout, il n'y a aucun message chrétien, par exemple, hein, là-dedans. On est dans le pur fantasme, et on voit dans ce gothique une forme de beau, d'achèvement, hein, d'achievement, comme disent nos amis anglais, qui a un sens un petit peu différent d'ailleurs. Et donc, après tous ces voyages et ces observations, il va avoir un premier chantier où il sera assistant, et c'est la chance dont je parlais aussi au départ, c'est qu'il naît à une époque où tout ce monde de l'architecture est un monde qui est en train de se composer. Hein, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez travailler sur le patrimoine, il faut faire des tas de concours et des tas de grandes écoles. Oui, il faut montrer patte blanche. Le béotien ne peut rien faire. Or là, c'est le tout début, et donc le béotien a toute sa place sur un chantier. Et là, quel chantier? C'est celui de la Sainte-Chapelle. Donc là, on est dans les années 1840. Donc le jeune Viollet-le-Duc a une trentaine d'années, c'est déjà... un garçon qui a la tête sur les épaules, et dans son encyclopédie d'architecture, donc qu'il a écrit une quinzaine d'années après, il dit « Conformité de goût, un charmant édifice à restaurer, sujet vaste, inépuisable d'études, ce sont là de ces bonheurs qui laissent une impression brillante sur les premières pages de la vie. » C'est son premier grand chantier. Beau, Monsieur Duban, qui est donc l'architecte, à l'époque c'est Duban, l'architecte qui travaille pour la famille royale, hein, qui s'occupe de ça, nous traite plutôt comme des confrères que comme des subordonnés. Nos heures de travail étaient les meilleurs moments de notre journée dans notre bureau, logé dans un méchant porche du comble. Chacun de nous arrivait gaiement et ne partait qu'en promettant de revenir le lendemain de bonne heure. Je vois encore le petit café Borgne où nous déjeunions en face de notre édifice chéri, le couvent de nos yeux. Nous l'imaginions restauré, brillant comme il est aujourd'hui à travers ses misères et ses mutilations. Hein. On voit là-dedans la volonté de refaire, de recréer quelque chose de détruit.
De nous, Lassus était l'aîné, peut-être était-il pour cela le plus ambitieux. Pour moi, il me semblait que toute la vie pouvait être circonscrite dans cette cour solitaire, sous les contreforts noircis de la Sainte-Chapelle. Donc vous voyez, il y a là encore une part de rêve et un vrai projet pour un architecte qui voit l'avenir. Et alors, qu'est-ce que nous montre l'exposition? Alors l'exposition revient à la fois sur les grandes réalisations de Viollet-le-Duc, revient aussi sur sa vie. Il y a beaucoup de choses, notamment ses écrits, ses dessins, qui nous montrent l'homme derrière l'architecte, et c'est vraiment intéressant. C'est d'autant plus intéressant que ça se tient dans un lieu qui est donc Chaillot. Chaillot, c'est l'ancien musée des monuments français. Or, Viollet-le-Duc a créé le musée d'architecture comparée, qui est un des ancêtres du musée des monuments français, qui ensuite a émergé et qui est maintenant la Cité de l'architecture et du patrimoine, qui est d'ailleurs un lieu de toute beauté, qui n'est pas si connu que ça. Et moi, j'encourage vraiment les gens à y aller. Alors, quand je vous disais, ne serait-ce que pour voir l'exposition, mais aussi le musée, qui est vraiment un lieu très intéressant. Et l'idée de ce musée d'architecture comparée, c'était de mettre des moulages de sculptures d'architecture pour montrer aux gens ce qu'est l'architecture et faire un peu en un seul lieu le voyage. C'était en un seul lieu, on voyait toute la France. Et on voit tous les plus beaux trésors de France. Alors c'est Viollet-le-Duc qui est... C'est un de ceux qui a créé cette structure à l'époque où elle était balbutiante. Maintenant, évidemment, c'est une grosse machine. Et alors, c'est assez rigolo parce que l'école pour l'architecture du patrimoine, qu'on appelle l'école d'architecture de Chaillot, est dans le même ensemble. L'école de Chaillot avec la Cité de l'architecture et du patrimoine. Tout ça fait sens. Il y a une autre citation que je voulais vous donner, c'est celle qui porte dans son dictionnaire raisonné de l'architecture. Il a beaucoup étudié aussi les formes humaines et les formes de la nature en disant « Le moment est venu d'étudier l'art du Moyen-Âge comme on étudie le développement et la vie d'un être animé. » Parce que lui voit dans l'architecture un corps animé. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour lui, par exemple, Notre-Dame de Paris, qui est son grand chantier, c'est pas simplement une cathédrale, c'est un corps vivant dans toutes ses composantes, et pour lui, il le rapproche de l'être humain ou de la plante, par exemple. Et donc, il va s'intéresser à Notre-Dame de Paris, qui est, comme je viens de le dire, son projet clé, qui lui est donné par Napoléon III, puisqu'on est sous le Second Empire. Et je vous disais qu'il n'avait pas vraiment de conviction politique, ce qui lui permet à toutes les époques de rester un architecte à la mode, sans s'être emprisonné dans un clan qui aurait pu lui fermer beaucoup de portes. Il a travaillé pour Pierrefonds, vous savez, qui est le château que Napoléon III voulait reconstruire pour lui-même. Et là encore, pas dans une démarche réactionnaire, mais plutôt pour montrer qu'on peut faire du beau, faire du grand en s'inspirant du Moyen-Âge, mais en faisant quelque chose de nouveau qui fait aussi travailler la modernité. Parce que Pierrefonds était complètement... Pierrefonds était une ruine. Était une ruine qu'il a remontée. Qu'il a réinventé. Réinventé. Parce que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on voit les premiers pas de ce moment où on définit le patrimoine et on définit ce qu'est la restauration. Aujourd'hui, évidemment, tout ça est très encadré. À l'époque, ça ne l'est pas. Est-ce que l'exposition fait écho de toutes les critiques qu'on a faites à Viollet-le-Duc? Alors, un petit peu. C'est vrai qu'elle pourrait le faire davantage. Et c'est un architecte qui est largement critiqué. Il y a eu une exégèse de Viollet-le-Duc déjà dans les années 70, même après sa mort, et puis dans les années 70, et aujourd'hui encore. Mais je pense qu'il faut... Parce que notre époque a pris le contre-pied total Notre époque a fait le contre-pied. De Viollet-le-Duc. Mais c'est facile de prendre le contre-pied quand on a quelqu'un qui a proposé une des premières théories. C'est facile de critiquer les premières théories. Alors, la critique est aisée, l'art est difficile. L'art est difficile. Et sa première théorie, dans son fameux dictionnaire raisonné qu'il a écrit dans les années 1850, il nous explique comment il voit une restauration. Et pour lui, une restauration, ça n'est pas du tout quelque chose comme on le fait maintenant. Il dit « Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire. C'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. » Donc, il invente. C'est vraiment un créateur. Un bâtiment. C'est vraiment un créateur. Ce qu'il a fait à Pierrefonds, en inventant, il le fait à Notre-Dame de Paris. Mais par contre, à Carcassonne, où je crois il a œuvré, là, il n'a pas réinventé les remparts, si? Il n'a pas réinventé les remparts, mais vous savez, il ne se contentait pas de construire des remparts, il avait vraiment une démarche globale. Et donc, au-delà des remparts, il y a aussi les décors, il y a aussi le reste de la ville. Et
on peut reconstruire des remparts, mais reconstruire des remparts comme un ensemble de remparts avec ces décors qui n'a probablement jamais existé à l'instant T. Donc Carcassonne, c'est vraiment... il y a une part d'invention. C'est vraiment une création de même que dans Notre-Dame de Paris, on a l'impression qu'il a restauré. Or, il a pris des décisions qui sont radicales. Il a refait les vitraux. C'est lui qui a aménagé le trésor sous sa forme actuelle, qui est une inspiration de choses qu'il avait vues pendant ses voyages de jeunesse en France. Il a refait faire tous les vitraux, notamment les rosaces ont été refaites complètement par Viollet-le-Duc, non seulement pour ce qui est de la sculpture, mais pour ce qui est aussi des vitraux. Il a dessiné des tapis, il a dessiné les grilles de chœur, il a dessiné des éléments liturgiques, il a dessiné énormément pour Notre-Dame de Paris. Il ne s'est pas contenté de simplement refaire une sculpture en se demandant comment elle aurait pu être en 1450. Non, il s'est plongé dans le Moyen-Âge en essayant de recréer Notre-Dame de Paris telle qu'elle aurait pu exister au Moyen-Âge pour en faire ce monument extraordinaire qui existe aujourd'hui. Alors, il y a quand même une décision qu'a pris Viollet-le-Duc, c'est celle de la blancheur à Notre-Dame de Paris. C'est ça. Et ça, c'est une décision radicale. Puisque la blancheur, c'est en opposition radicale avec il a décapé au Moyen-Âge. Alors, il a décapé, il a quand même pris le soin avant de faire noter par ses équipes quelles étaient les couleurs existantes. C'est pas simplement on décape sans s'intéresser au patrimoine. Mais pour lui, le Moyen-Âge devait incarner, dans sa vision du 19e siècle, la pureté, la modernité, l'élan, et donc devait être blanc. Voilà, de cette blancheur qui symbolise un peu l'universel, la beauté, si vous voulez. Donc, il rejette, il choisit le blanc en sachant pertinemment que ce n'est pas un choix conforme à l'esthétique du Moyen-Âge. Donc, il réinvente. Il a tous les culots. Il a du culot, mais les architectes à l'époque en avaient, parce qu'encore une fois, c'est l'époque où on commençait à se demander ce que ça voulait dire restaurer un édifice. Est-ce qu'on se contente de conserver les différentes phases de construction et d'en agenter une nouvelle? Est-ce qu'on les fusionne dans une seule? Est-ce qu'on choisit un style dominant? Est-ce qu'on n'hésite pas, par exemple, à détruire des choses pour recréer un État 1450 en détruisant les éléments de 1560? Vous voyez, tout ça, c'est des questions qui sont des questions purement stratégiques et qui nous disent quelle est la vision qu'on entretient du patrimoine et du monde. Alors aujourd'hui, ça n'est évidemment plus du tout ce qu'on fait. Et si Viollet-le-Duc était architecte du patrimoine aujourd'hui, il serait probablement radié pour avoir fait ce genre de choses. Mais il a eu le talent de le faire à une époque où c'était vraiment pas évident. Donc moi, je vous encourage très vivement, et j'encourage nos téléspectateurs à aller voir cette exposition. Vous nous avez donné envie. La Cité de l'Architecture et du Patrimoine, et à retourner voir 3 bâtiments qui sont dans Paris ou proches de Paris. Et en plus, pendant cette période de vacances qui approche, je pense que c'est vraiment le bon moment. C'est Pierrefonds. On peut en profiter pendant les derniers beaux week-ends de l'année. On a la chance d'avoir un climat plutôt pas trop mauvais cette année. On peut retourner voir Pierrefonds avec les enfants. C'est le Moyen-Âge, ça les fera rêver. Et c'est un lieu fantastique. C'est tout près, c'est méconnu. Donc, on peut y aller en famille. Je ne connais pas Pierrefonds et j'en ai très envie. Eh bien, il faut y aller. Et puis, surtout, la Sainte-Chapelle. C'est la période de Noël, la Sainte-Chapelle et Notre-Dame de Paris. On peut même en profiter pour aller le voir dans la journée et aller à la messe de minuit le 24 décembre à Notre-Dame de Paris. Ça vaut amplement la peine, surtout que Notre-Dame de Paris a fêté ses 850 ans il n'y a pas si longtemps que ça et donc a été en grande partie refaite et nettoyée. Donc elle est très belle, d'autant plus belle grâce à l'action de Viollet-le-Duc autrefois. Donc on peut y retourner là encore en famille. Je pense que la période est largement propice. Merci beaucoup Maxime pour ce très beau portrait. On peut peut-être se quitter avec le film. Absolument, de l'exposition. Qui est très mignon, très ludique. Très bien. Et on peut aller voir l'exposition avec les enfants. C'est fait pour les enfants. Ça, c'est... Merci beaucoup Maxime Gabriel. Et à la semaine prochaine. Pour ce beau travail.
Amis de TV Liberté, à la semaine prochaine pour une autre série de perles de culture.